Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Conversations choisies. Conversations choisies ont été créées début de 2020 pour donner du sens dans des périodes un peu complexes. Et j'ai choisi à chaque fois d'interviewer des personnes qui ont des qualités essentielles à mes yeux, la profondeur, la compétence, la générosité et un regard un peu différent, parce qu'on a besoin d'agilité. Aujourd'hui, j'invite à cette table une personne que je considère comme une amie, même si on se voit peu, que je connais depuis plusieurs années, Nathalie Cariou. Bonjour Nathalie. Bonjour Edith, ravie d'être ici avec toi pour cette conversation. Oui. Nathalie, je l'ai principalement connue quand elle avait créé les Leaders du Web, qui était un mouvement très, très puissant dans lequel on réunissait des femmes qui avaient des choses à apporter pour changer le monde, Leaders du Web. Et un jour, elle m'a appelée en me demandant est-ce que tu ferais partie du comité de pilotage. Pour la petite histoire, quand j'ai reçu son mail, elle a dû se tromper d'adresse. Et puis, je suis rentrée à bord et j'ai eu un grand bonheur de travailler quelques années comme ça avec Nathalie. Coach en intelligence financière. Qu'est-ce que ça vous dit, l'intelligence financière? Alors, Nathalie, plutôt que de te présenter, je vais te laisser, toi, parler de ton parcours et de ce qui te semble le plus important aujourd'hui, qui fait qu'on a besoin d'être en paix avec l'argent, à la fois émotionnellement et ensuite en termes de compétences. Donc, je te passe la main. Ok. Alors, j'en suis à ma troisième vie professionnelle. Donc, une première vie où j'ai été, on pourrait dire quatrième vie. La première, j'ai été salariée pendant 5 ans. Ça a fait l'ensemble de ma vie de salariée. 5 premières années, le temps de me décider à sauter le pas pour créer une première entreprise de conseil en marketing. Donc, ça a été ma première vie professionnelle. Au bout d'un moment, je me suis dit que bon, les produits, c'était sympa, mais que je préférais m'occuper des humains que des produits. Donc, j'ai switché. Donc, switcher, ça veut dire formation, puis ça veut dire activité différente, sur de la psychothérapie. Donc, je suis devenue psychothérapeute pendant un certain nombre d'années. Et puis, j'ai re-switché parce que une psychothérapie, alors, psychothérapeute petit 1, problème financier, mais ça, on va y revenir. Mais deuxièmement, on n'a pas beaucoup, j'allais dire, on n'a pas beaucoup d'audience. C'est-à-dire qu'effectivement, un psychothérapeute, ça agit en profondeur, mais ça agit sur une unité 1. Alors, certes, je travaillais un petit peu en groupe, mais c'est quand même des petites unités. Et c'était un petit peu petit pour moi. Donc, j'avoue que parler ou écouter ou aider une personne à la fois dans un cabinet, c'était un petit peu compliqué et j'avais envie de prendre un petit peu plus de place. Donc, mon troisième métier, ça a été de, pareil, me former et d'exercer en tant que coach en intelligence financière. Alors, un coach en intelligence financière, c'est quoi? Bon, c'est moi, parce que c'est moi qui ai inventé le métier. Donc, normalement, il n'y a que moi qui le fais. D'abord, c'est drôlement bien pour la concurrence, pour ceux qui ont des problèmes. Donc, je vous conseille d'inventer votre métier, comme ça, vous n'avez strictement aucun problème de concurrence. Et eh bien, c'est tout simplement de redonner peut-être sa place à l'argent, de redonner de l'intelligence dans ce que l'on fait de l'argent, qui est un merveilleux outil. Je ne parle même pas d'outils, moi je parle de… Des fois je dis c'est un truc, parce que c'est tellement polymorphe, ça a tellement de dimensions différentes, c'est une ressource, c'est une énergie, c'est un moyen d'incarnation, c'est un terrain de jeu, c'est un outil personnel, spirituel, matériel aussi. Donc tout ça, c'est vraiment très, très complexe. Donc du coup, c'est devenir intelligent avec cette matière complexe pour à la fois psychologiquement bien se porter, mais aussi pour matériellement bien se porter. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, je présente ça comme un outil de développement matériel, spirituel et personnel. Matériel parce que, quoi qu'on en dise, j'ai une cliente récemment qui disait ça, qui disait je ne me suis jamais intéressée à l'argent, sauf quand j'ai commencé à en manquer. Je trouve que j'ai fait la même chose d'ailleurs dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai passé 20 ans de ma vie sans du tout m'intéresser à l'argent. Et j'ai commencé à m'y intéresser, j'avais passé 40 ans. Et tout d'un coup, parce qu'à un moment donné, j'en ai pas eu
assez dans ma vie, j'ai commencé à me dire, ouais, il y a peut-être un problème. Mais ce n'était pas juste un problème parce que je ne gagnais pas assez à ce moment-là, c'était un problème parce que je n'avais jamais réfléchi, parce que j'étais toujours dans des croyances qui est l'argent, c'est pour les affreux matérialistes, capitalistes, bon, je ne sais pas quoi d'autre d'ailleurs, parce que je crois que ce n'était pas très clair, enfin, je n'étais pas en colère forcément, donc je n'étais pas claire sur… mais c'était juste, c'est pas pour moi. Voilà, moi, je suis pas là-dedans. Et comme en plus, donc effectivement, j'ai fait 3 métiers. Donc à chaque fois que je m'ennuie, je change de métier. Et donc là, je vous ai donné mes 3 métiers principaux, mais en fait, j'ai toujours eu, grosso modo, une activité parallèle. Donc, j'ai toujours eu quasiment 2 métiers en même temps. Donc, 2 métiers en même temps, 2 temps pleins en même temps, sur une tranche de vie donnée. Donc, en roulant de l'une à l'autre, parce que j'ai aussi donné des cours de chant, je suis investisseuse, Ça donc je fais dépasse, des ça. investissements, je gère des biens, Tu tout à chantes fait. aussi? Donc, tout ça fait que j'ai eu chanté, parce que les cordes vocales sont des muscles qui demanderaient à être Travailler. réactivés pour être utiles, retravailler, voilà. Mais effectivement, j'ai été quasiment C'est semi-pro dingue. en chant lyrique. Voilà, donc ça a été ma deuxième première vie. Et puis après, il y a un moment, donc effectivement, où j'avais mon activité de marketing plus mon activité de thérapeute. Ensuite, j'ai eu thérapeute plus coach financier. Ensuite, j'ai eu coach financier plus investisseur. Donc, j'ai grosso modo toujours 2 pieds, comme tout le monde. Enfin, j'aime bien avoir 2 pieds et j'aime bien avoir 2 activités. Voilà. Donc, ça, je fais assez bien. Et je ne sais plus pourquoi je te racontais ça, si ce n'est que oui, mon leitmotiv, ça a toujours été de m'amuser. Donc, quand je m'ennuyais, je changeais de métier. Donc, moi, mon idée, c'est que j'avais choisi une voie où je n'avais pas beaucoup d'argent, mais où je m'amusais à fond la caisse. C'est-à-dire que dès que je m'ennuyais, je changeais de métier, j'allais ailleurs, je faisais autre chose, etc. Jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, le fait de dire bah, l'argent, c'est pas pour moi, puis en fait, on s'en fiche. Parce qu'en fait, moi, profondément, je ne suis pas fâchée contre l'argent, c'est juste que je m'en fiche. Alors, le pire, c'est que ça ne va pas tellement changer. Sauf que j'ai compris que ne pas m'y intéresser en tant qu'objectif de vie, c'est OK. Ne pas m'y intéresser en tant que moyen de transport, c'est pas OK. Ouais. Et donc, ce que j'ai réussi à faire, c'est la différence là-dessus. C'est la différence entre l'objectif de vie. L'argent n'a jamais été mon objectif de vie, ça ne le sera jamais. Je passe H24 de ma vie presque à parler d'argent. Et en fait, je m'en fous. Complètement total. Mais par contre, je m'en fous pas quand il s'agit de pouvoir faire ce que j'ai à faire dans la vie, de pouvoir mener à bien mes projets. Et ça, pendant très longtemps, je n'avais pas fait la différence. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, je me suis retrouvée en tant que thérapeute à pas pouvoir quitter mon cabinet parce que sans quoi j'avais pas d'argent, à pas avoir la possibilité de tu reçois pas de clients et si tu reçois pas de clients tu manges pas. Enfin bref, c'est intéressant. Donc il y a eu comme ça toute une prise de conscience qu'il fallait que je m'occupe de mon véhicule. Alors, l'image que je donne très souvent, c'est, alors, ça pourrait marcher pour les voitures maintenant, mais c'est un peu, c'est encore mieux le temps des diligences. C'est-à-dire, quand on prenait une diligence ou quand on allait à cheval de Paris à Bordeaux ou de Paris à Marseille, en réalité, l'objectif, ce n'était pas le cheval. Hein. Le cheval, c'est un moyen de transport. Sauf que quand on arrive à l'auberge, la première chose qu'on fait, c'est de nourrir le cheval. Pourquoi? Parce que si on ne nourrit pas le cheval en premier, si on ne prend pas soin du cheval, si le cheval n'est pas ta priorité en réalité, en tout cas pendant ce voyage-là, et le voyage, il peut durer une vie, hein, on est d'accord. Si le cheval n'est pas ta priorité, tu n'arriveras jamais à Bordeaux parce que le cheval, il sera mouru avant. Donc, il va falloir en prendre soin. Et c'est ça que j'apprends quand je parle d'intelligence financière. C'est ça que j'apprends. Alors, il y a un petit peu d'autres choses, mais quand on parle de liberté financière, puisque l'intérêt d'être intelligent financièrement, c'est peut-être aussi d'être libre financièrement, c'est-à-dire de pouvoir faire plein de choix dans sa vie qu'on ne fait pas la moitié du temps parce qu'on a oublié qu'on avait la possibilité de les faire. On t'appelle l'alchimiste ou tu t'appelles l'alchimiste de l'argent. Ah Et oui. dans ce que je connais de toi, c'est qu'il y a la partie en effet matérielle, comment on gère, comment on organise, où tu as une intelligence qui se développe, mais tu as aussi une partie spirituelle qui est pour moi corrélée à une troisième partie chez toi qui est la générosité. C'est-à-dire que l'argent a du sens aussi pour permettre une générosité. Alors, ça, c'est le côté effectivement énergie spirituelle. Et puis après, il y a le côté développement personnel, parce que ça, c'est aussi un très, très bel outil de développement personnel. Sur le côté spirituel, je pense que
On nous a appris quand on était petit qu'il fallait travailler pour gagner de l'argent. Autrement dit, on nous a dit tu vas perdre ta vie à la gagner. À la gagner. Et la plupart des gens ont suivi le programme. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais surtout, ils n'ont jamais reconsidéré le programme. Et en fait, ils n'ont jamais reconsidéré qu'ils passent beaucoup de temps dans leur journée, dans leur semaine, dans leur année à peut-être faire quelque chose qui n'est pas, alors que ce soit leur mission de vie ou leur aspiration profonde, qui n'est pas ce pourquoi, entre guillemets, d'abord ce à quoi ils aimeraient passer du temps et ce pourquoi ils sont, entre guillemets, sur Terre. Et je trouve que réussir à rentrer dans cette dimension qui est que l'argent peut être mis au service de ta vie et donc te permet de faire ce que tu as vraiment envie de faire, de faire ce pourquoi quelque part tu es fait, de faire, de réaliser ta mission de vie, d'être généreux, de contribuer, parce que pour moi, ça va forcément avec de la contribution. On n'est pas tout seul dans le monde, on est au milieu de tout ça. Ça, c'est quelque chose qui, effectivement, n'est pas donné à tout le monde. C'est une réflexion supplémentaire que beaucoup de personnes n'ont pas. Et je trouve que non, je n'ai pas du tout envie d'aller travailler pour gagner de l'argent. J'ai envie de travailler parce que ça correspond à quelque chose qui peut être important pour moi, que j'ai quelque chose à partager, que j'ai un message à faire passer. Et très souvent, quand on me demande, dans une autre image que j'utilise beaucoup, qui est de dire l'argent, c'est un ascenseur entre les rêves et la réalité. Parce qu'en réalité, et donc du coup, là, on arrive aussi sur le côté personnel, parce qu'en réalité, on a tous des rêves, des aspirations, des envies, une mission de vie, peu importe, des envies de contribution. A priori, les humains sont plutôt généreux, ils sont plutôt tournés vers les autres. Je suppose que comme tout le monde, quand on voit des humains qui meurent de faim à l'autre bout du monde, on est touché. Quand on voit des personnes qui sont comme à Haïti avec un tremblement de terre, on est touché. Alors des fois, c'est des animaux qui sont touchants, mais forcément, on est touché, on a des émotions. Le seul truc, c'est que la plupart du temps, on est touché par ça et après, on s'arrête là. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté la vie où il faut bien bosser, et puis de l'autre côté, il y a mes rêves. Et puis les rêves, ça peut être aussi d'aller dans une belle maison, parce qu'il y a ça aussi, ou de vivre dans un bel endroit, ou d'aller faire un tour du monde, que sais-je. Et donc, on a des rêves que l'on met de côté parce qu'on dit je ne peux pas. Je ne peux pas les financer, je n'ai pas l'argent, etc. Et je trouve que vraiment l'argent, c'est l'ascenseur qui permet d'aller des aspirations vers la réalité, vers l'incarnation. Et là, on est dans la dimension personnelle, parce que l'argent est un outil de développement personnel extrêmement complet par rapport à d'autres. Et notamment parce que la plupart des outils de développement personnel, et pourtant j'ai fait du développement personnel et de la thérapie pendant des années, donc je sais de quoi je parle, parlent de l'émotion, parlent du développement intérieur, mais ne font pas le lien avec la matière, ne font pas le lien avec l'incarnation. Et donc, on peut soit partir dans de la spiritualité waouh, 4.0, désincarné, soit partir exactement, soit partir dans je travaille sur mes émotions, sur voilà, et c'est très bien de travailler sur ses émotions, mais ou sur sa confiance en soi, ou sur son estime de soi, ou sur des choses comme ça, mais on ne fait pas toujours le lien quand on utilise une thérapie ou du développement personnel, on ne fait pas toujours le lien avec l'incarnation, avec la matière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est d'abord une personne avec d'autres personnes autour, on est dans cette incarnation, dans cette vie, et que dans cette vie, il y a aussi à regarder quel est l'état de mon porte-monnaie. En fait, c'est un très beau miroir de notre état dans la vie, de notre état par rapport à qui nous sommes, ce que nous voulons être et les moyens qu'on va se donner. Absolument. C'est un merveilleux miroir et c'est un outil de lecture de soi. Oui. Donc, c'est un outil de lecture, c'est quels moyens je veux effectivement me donner dans la vie. C'est vraiment une question de quels moyens je veux me donner. Et pourquoi est-ce que je fais ça ? Tout simplement parce que très souvent, l'argent va être perçu comme une limite en disant je ne peux pas faire parce que je n'ai pas d'argent. Et en réalité, je trouve que l'argent, enfin, je sais maintenant pour l'avoir expérimenté pour moi et pour avoir expérimenté chez des personnes que j'accompagne, que ça peut être aussi un merveilleux tremplin. Et je veux vraiment que la limite devienne un tremplin et qu'au lieu de dire
c'est quoi, qu'est-ce que je ne vais pas faire parce que je n'ai pas l'argent, de se dire comment je vais faire pour avoir l'argent pour pouvoir faire. Et l'argent aime qu'on l'aime et aime qu'on lui fasse confiance. Et quand tu parles d'énergie, Aussi. moi, je me rends compte souvent que quand on a des choses à faire qui sont très précieuses à nos yeux, l'argent d'une manière ou d'une autre peut arriver. Comme si on allait libérer en soi le moyen de le créer pour répondre à un désir. Il y a un grand rapport entre le désir Oui, qu'on accepte, qu'on assume, qu'on pose. voilà, c'est ça. J'allais Et, dire à condition d'accepter le désir, oui, et d'effectivement que, et c'est là où il y a tout un travail sur les croyances à faire, parce que très souvent, on va être dans désir, mais j'ai la croyance que justement l'argent est une limite, ou j'ai la croyance que l'argent n'est pas bon, et que si l'argent n'est pas bon, justement, je ne vais pas le laisser venir pour pouvoir faire ce que j'ai à faire. Donc, il va falloir aussi travailler sérieusement sur quelles sont les projections que l'on met sur l'argent pour pouvoir justement accepter que ce soit une énergie libérée qui nous aide. quelles sont les croyances les plus marquantes que tu vois, les plus répandues par rapport à l'argent? À part celle, il faut Alors, il y travailler a dur pour en plusieurs gagner. croyances. Voilà. Alors, il y a effectivement, il y a tout ce qu'on va appeler des croyances sociétales, donc en termes de, il faut travailler dur pour gagner de l'argent, l'argent, ça pousse pas dans les arbres, dont on dit c'est pas facile à avoir, ou ça crée des problèmes, ou bien, alors des fois c'est les riches, donc les riches sont des matérialistes, ne pensent qu'à eux, etc. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on trouve très très répandues. Après, il y a toutes les croyances personnelles qui pourraient être de l'ordre de moi je sais pas faire, ou c'est pour les autres et c'est pas moi. Et ça, ces croyances personnelles, elles sont aussi très liées à votre origine sociale. C'est-à-dire, l'origine sociale va effectivement être très claire là-dedans. On ne va pas forcément avoir ce même rapport si on sort d'une famille bourgeoise, ou si on sort d'une famille paysanne, ou si on sort d'une famille ouvrière. Et même si moi, je sais que ma lignée familiale était assez ouvrière, et j'en suis sortie depuis très longtemps. Mes parents étaient fonctionnaires, donc on n'était plus là-dedans au niveau de mes parents, mais ça remonte quand même. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des choses où il y a probablement, oui, mais bon, moi, c'est pas pour moi. Enfin, il y a toujours des choses qui peuvent être à retravailler là-dessus, en disant, ben oui, mais c'est pas ma classe, c'est pas ma classe sociale quelque part. Et Donc là, il y il y a a une ça. loyauté à faire sauter parce que À toute une lignée, voilà, exactement. Et même plus, je pense qu'il y a une question de loyauté, mais il y a une question de conditionnement aussi. Parce que même sans être totalement, voilà, la loyauté, je pense que je l'ai à peu près travaillé, je ne me sens pas d'avoir cette loyauté. Et on peut l'avoir, je suis d'accord avec toi qu'en plus, ça donne de la prison encore plus forte. Mais il y a aussi effectivement une espèce de conditionnement intergénérationnel. Et puis, comme je sais que tu as une audience qui est quand même très féminine, on va parler des croyances qui sont liées aux femmes. féminin, absolument. Voilà, les croyances sur des femmes, ou les croyances des hommes sur l'argent. Donc, effectivement, croyances des femmes, je dirais. Alors, je ne sais pas si on peut le mettre sous forme de croyance, mais la chose importante, c'est de se dire que il faudrait arrêter de croire au prince charmant pour pouvoir gagner de l'argent. Pourquoi? Parce que on a été, en tant que femme, beaucoup nourri au prince charmant, donc beaucoup nourri au sauveur qui va venir nous sauver. Et donc, quand on a un sauveur qui vient nous sauver, c'est pas très bien d'être une femme financièrement indépendante. D'abord parce que c'est le rôle de l'homme de venir nous sauver, donc c'est le rôle de l'homme de gagner l'argent. Du coup, c'est très embêtant en tant que femme, parce que on va se mettre en position de je n'ai pas, puisque c'est lui qui va venir me nourrir. Donc ça, effectivement, et il va falloir arrêter de penser qu'il y a quelqu'un à un moment donné qui va venir entre guillemets nous sauver. C'est pas si simple que ça. Je pense que là aussi, il y a un conditionnement qui est fait au fur et à mesure pour se dire ah ouais, mais Il y voilà. a un impact sur le couple et le rôle de chacun, la place de chacun et la puissance de chacun. Bien Tout à sûr, fait. c'est lié à ça. C'est pour ça qu'effectivement, le couple ensuite peut être très déséquilibré quand si la femme gagne de l'argent Ou plus que plus l'homme, par parfois que son exemple. mari. Il y a des Voilà, hommes qui exactement. n'acceptent Et pas. là, on va avoir un déséquilibre pour l'homme, mais pour la femme aussi.
Et alors pour l'homme, je ne dis pas qu'il va traiter indépendamment le problème, mais enfin bon, ok, c'est à lui de le résoudre. Mais il y a aussi pour la femme, c'est-à-dire que la femme va se sentir mal d'être dans une position où elle gagne plus, donc où elle a renoncé à ce que quelqu'un vienne la sauver. Oui, Elle a il y a quelque peut-être un part côté renoncé au prince castrateur charmant. aussi. On peut avoir Oui. l'impression de castrer aussi. On peut avoir l'impression d'être castratrice, exactement. Et, oui. Et donc, peut-être que ça veut dire aussi se faire suffisamment confiance pour ne plus avoir besoin d'avoir la validation dans le regard de l'autre. Oui. Peut-être qu'on pourrait dire que, et c'est là où l'argent est un outil de développement personnel, parce que bon, ça apprend la matérialité, ça, c'est important, ça apprend la responsabilité de manière incroyable, le fait de se rendre visible, le fait d'avoir confiance en soi, de s'aimer, parce que je pense qu'effectivement, si on veut sortir du regard de l'autre, il va falloir s'aimer très fort pour arrêter que ce soit l'autre qui nous aime à notre place, quoi. Puis on a en France un inconscient collectif très fort là-dessus, c'est que la loi pour l'autonomie financière des femmes, elle est récente, les années 60. C'est-à-dire avoir un compte, ne pas demander à son mari pour travailler, enfin, tout ça est quand même, ça veut dire que pour beaucoup d'entre nous, nos propres mères ont découvert l'indépendance nouvelle quand on était petite. Absolument. Alors, donc, il y a quand même un inconscient collectif fort. Après, il y a le côté aussi culturel avec la religion. Selon qu'on est judéo-chrétien ou protestant, je vois des différences aussi. Les anglo-saxons n'ont pas le même rapport à l'argent, tu vois. Maintenant, je ne pense pas que ce soit que des différences des différences culturelles ou liées à la religion. Moi, je pense que la plupart, ce qui structure beaucoup notre rapport à l'argent en tant que Français, c'est la société féodale. C'est-à-dire que non seulement on est certes une société judéo-chrétienne d'origine, mais on est aussi une société féodale. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder derrière chaque société, et on peut faire ça derrière chaque société, quel est, j'allais dire quelque part, le mythe fondateur. Sur une société française, on est sur une société féodale, ça veut dire que chacun est à sa place. Chacun à sa place, ça veut dire que si vous avez la bonne idée d'être né dans une famille aristocrate, vous avez le droit à avoir de l'argent et à avoir les autres qui travaillent pour vous. Si vous êtes né dans une famille, et il y en a moins qui sont nés dans une famille d'aristocrates que dans les autres familles, eh ben, vous n'avez pas le droit, entre guillemets, notamment de changer de catégorie. C'est pour ça que la plupart des personnes se bloquent en disant, mais entre guillemets, je ne peux pas devenir riche. Alors, devenir riche, on va mettre des guillemets, parce que ça dépend ce qu'on met derrière, mais je ne peux pas devenir riche puisqu'il faut que je reste là où je suis. Et l'ensemble de la société française, elle est faite pour que vous restiez là où vous êtes. Donc, si vous êtes, quel que soit, que vous soyez cadre sup, cadre moyen, ouvrier, on s'en fiche. Il y a un plafond invisible comme ça. C'est fait pour rester là où vous êtes. Et donc, moi, je parle même de mur parce que je trouve que ce n'est même pas une question de pouvoir monter, c'est une question de pouvoir bouger d'un côté à l'autre. Et quand on regarde le mythe fondateur américain, par exemple, les Américains, c'est la conquête de l'Ouest. Absolument. Et la conquête de l'Ouest, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde peut. Oui. Alors, ça a été maintenant, c'est plus je ne vais pas récupérer du territoire, c'est tout le monde peut devenir riche. Absolument. Et donc, oui, forcément, il va y avoir des entrepreneurs, forcément, il va y avoir des histoires j'allais dire de conquête. Il va y avoir des personnes qui vont effectivement pouvoir gagner beaucoup d'argent avec la bénédiction des autres, parce qu'ils ont juste fait ce qu'on leur a dit de faire. C'est-à-dire qu'ils ont conquis l'Ouest, ils ont conquis la fortune. Nous, quand on va faire ça, on va casser le mur. On nous a dit qu'il fallait qu'on va transgresser la boîte. D'ailleurs, on parle de nouveau riche avec beaucoup de mépris. Oh, c'est un nouveau riche. On va sortir de la boîte, exactement. Un nouveau riche. Donc, un nouveau riche, c'est quelqu'un qui n'est pas aristocrate quelque part, si on prend en mode étymologique, et donc qui n'a pas une richesse depuis, donc qui n'a pas eu le droit d'être riche à la naissance et qui l'a pris, mais c'est pas bien vu. Il a usurpé quelque chose. Ouais. Et quand on parlait des femmes, est-ce que tu connais, j'imagine, ces statistiques que je vois beaucoup chez les femmes pro, mais même chez les femmes qui doivent négocier des tarifs, je me suis rendu compte que beaucoup de femmes sont beaucoup moins à l'aise. On ne demande pas d'augmentation, on a du mal à fixer des prix élevés. On est très encombré quand il s'agit de dire, voilà, prosaïquement, j'ai besoin de temps, je veux temps, je mérite temps,
je les veux. Pourquoi Alors, les femmes ne correspondent c'est mal? justement pas je mérite. Parce que tant qu'on est coincé dans je mérite, pour peu que vous soyez un petit peu ce qui arrive quand même à pas mal de femmes de se dire je me dévalorise un petit peu, donc je n'ai pas suffisamment travaillé parce qu'il y a la culture du parfait. Voilà. Donc, effectivement, la femme va être quand même très élevée dans la culture d'être parfaite, donc il faut que je sois parfaite, et si je suis parfaite, je vais mériter. Et comme forcément, vous n'êtes jamais parfaite, ni moi, ni personne, etc., donc on ne mérite pas. Donc, si on attend d'être parfait pour mériter, jamais on va pouvoir demander une augmentation, par exemple, ou jamais on va pouvoir demander un tarif, puisque forcément, on ne sera jamais assez bien pour demander très cher, assez bien pour demander l'augmentation. Donc, quelqu'un disait, l'argent, ça ne se mérite pas, ça se demande. Et ça, c'est quelque chose que, entre guillemets, les femmes ont du mal à comprendre. Après, une fois qu'on l'a compris, on évite d'ailleurs des années de thérapie, c'est très bien. C'est-à-dire que, généralement, moi, j'ai tendance à dire, mais c'est pas grave que tu y crois ou tu y crois pas. C'est pas grave que tu penses que tu le mérites ou pas. La question, c'est de le demander et de l'obtenir. Et ça, c'est une liberté que les hommes ont. Parce que justement, il n'y a pas, le petit vélo dans la tête qui tourne en disant oui, mais je ne suis pas assez parfait pour, etc., etc. Donc, il n'y a pas ce blocage-là sur la perfection qui fait qu'ils vont demander et ils vont obtenir. Qu'est-ce que tu conseilles à une femme qui n'ose pas, qui n'arrive pas, elle est bloquée? Qu'est-ce qui peut la débloquer? Alors, il y a soit un travail effectivement de fond sur je lâche l'injonction d'être parfaite et j'apprends qu'il suffit juste que je sois connectée à moi et je n'ai pas besoin d'être dans la perfection. Donc, je vais faire un travail de fond sur pourquoi je dois être parfaite. Généralement, maman n'est pas loin, je vous le dis. Il y a tous les coups, maman n'est pas loin. Donc, soit je lâche, je travaille sur la relation avec maman qui voulait que, etc., etc. Et des fois, il y a un raccourci. Et les raccourcis, c'est de faire comme si. C'est-à-dire, moi, des fois, j'aime bien les raccourcis et c'est aussi pour ça que j'aime bien travailler avec l'argent parce que tout à l'heure, je parlais des outils de développement personnel. Et effectivement, les outils de développement personnel, on va travailler sur la pensée, les croyances, etc. On va travailler sur les émotions et on travaille assez peu sur les comportements. Et en réalité, l'argent permet de travailler sur la pensée, sur les émotions et sur les comportements. Et par exemple, il y a un indépendant qui va me dire non, mais c'est épouvantable, mes tarifs, je n'arrive pas à les monter. On va travailler ensemble en disant est-ce que tu peux faire l'essai pendant un mois, d'avoir des tarifs plus élevés? Alors, on va négocier. Généralement, il est à 50 euros, je lui dis tu vas mettre à 100. Il me dit oh, bah non, on va être à 75, ça sera bien. Ok, d'accord. Un bon tarif, en réalité, petite astuce, le bon tarif, c'est celui que vous savez assumer. Il n'y a pas de bon tarif. Il n'y a pas des tarifs qui soient mieux que les autres. C'est le tarif que vous arrivez à assumer. Et des fois, pour l'assumer, il faut juste savoir essayer une fois et voir que ça passe et se dire bon, ben ok, c'est bon, tout va bien, ça y est. Maintenant, je suis familière avec ce tarif-là. Donc, quelque part, je dirais, une manière de faire, notamment quand on est indépendant, c'est de faire le test. Faire le test pendant un mois, faire le test pendant 2 mois. Peut-être qu'on n'est pas à l'aise, mais à la rigueur, des fois, maintenant, on vend quand même beaucoup sur Internet avec des pages de vente, etc. Donc, ok, on va écrire ce tarif-là et on va voir ce qui va se passer. Et 3 chances sur 4 que ça se passe bien. Donc, 3 chances sur 4 que ça se passe bien, mais en tout cas, sortir de l'idée que l'argent, ça se mérite. Ou que l'argent, ça c'est une chose sur laquelle je travaille beaucoup avec un programme comme Richesse et Liberté, donc des programmes que j'anime. On travaille beaucoup sur le fait que l'argent ne reflète pas votre valeur. Ça n'a rien à voir avec votre valeur. Vous pouvez avoir, d'abord, j'ai tendance à dire, ni toi ni moi, on ne sera jamais acheté à notre juste valeur. On en a beaucoup trop pour qu'on puisse nous acheter à notre juste valeur. Donc, on nous achète à une valeur, de marché et c'est OK. Donc, je ne vais pas associer ma valeur en me disant, si une personne vient et me dit, et pourquoi ça sert de dissocier la valeur? C'est que demain, je vends, allez, je sais pas, un coaching
disons 2 000 €, peu importe. Je vends un coaching de 1 000 €, la personne vient en me disant, non, tout compte fait, moi, je voudrais le payer 1 000 €. Il y a 2 options. Soit je me dis, je vaux 2 000 €. C'est ma valeur. Autrement dit, j'ai mis ma valeur adossée sur mon prix. Et la personne qui vient et qui me dit 1 000 €, grosso modo, il est en train de dire, tu vaux la moitié de ce que tu crois que tu vaux. Forcément, je suis fâchée. Normal. Et donc, je vais lui dire non. Et puis, je vais le prendre mal. Et puis, je ne sais pas si je vais aller voir mon thérapeute ou autre, mais en lui disant, tout compte fait, je n'ai pas de valeur. Et puis, les gens, ils ne croient pas que j'ai de la valeur. Et puis, j'en ai pour 10 ans supplémentaires de thérapie. Ou bien, je me dis que mes 2 000 € n'a rien à voir avec ma valeur. Ça a à voir avec un prix de marché, qui d'ailleurs peut être trop haut ou trop bas, parce qu'il n'est pas toujours trop bas. Il y a des personnes qui croient qui pensent qu'on est forcément à un prix trop bas, mais des fois, ils ont un prix trop haut. Ils débutent et ils demandent 2 000 € pour un coaching. Tu débutes, tu demandes 2 000 € pour un coaching, c'est trop. Ouais, absolument. Soit dit en passant, je ne demande pas 2 000 € pour un coaching individuel et pour une séance. C'est un petit peu autre chose. Mais bon, voilà, peu importe. Donc, tu demandes 2 000 €. Moi, ce n'est pas ma valeur, c'est ma valeur de marché. À un moment donné, c'est ce que je pense que je vaux au niveau du marché et surtout ce à quoi les gens sont susceptibles de m'acheter. Et je le sais puisque j'ai des clients à ce prix-là. Si je n'en avais pas, c'est que je serais soit trop faible, soit trop forte, mais je ne serais pas au bon prix. Donc, je suis au bon prix parce que j'ai des personnes qui m'achètent à ce prix-là. OK. À partir du moment où la personne vient et me dit, voilà, moi, je veux t'acheter 1 000 €. Ça s'appelle de la négociation. Peut-être qu'il a des bons arguments pour m'expliquer qu'il faut qu'il paye mes moitiés prix. Peut-être pas. Peut-être que je vais lui dire, ce que je réponds généralement, non, je vais garder les 2 000 €, mais tu peux payer en plusieurs fois. Mais en tout cas, on n'est plus dans j'ai perdu de la valeur. On est en train de négocier quelque chose. Et je ne me sens pas outrée parce que la personne, et puis peut-être je vais lui dire, écoutez, non, moi mon tarif il est de 2 000, mais il y a plein de gens qui peuvent vous faire la même chose pour 1 000 €. Ça existe et c'est pas mal. Et c'est bien parce qu'il y a tout dans le monde. Que ce soit dans des prestations ou même dans des produits. Moi, j'ai travaillé dans le luxe. Tu as des sacs à 20 000 € chez Hermès et tu peux avoir un sac à 50 € qui est hyper mignon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'entre le sac à 20 000 € et le sac, alors on va mettre à 200 €, imaginons, oui. La valeur du sac à 20 000 € n'est pas, je ne sais plus c'est quoi le rapport, 1000 fois supérieur à celui ou 100 fois supérieur à celui à 200 €. Il est sûrement supérieur parce qu'il y a de plus jolies matières, etc. Il y a plein de choses qui font que ça vaut plus. Il y a plus de travail, il y a plus, etc. Mais pas 100 fois. Ça n'existe pas. Vous achetez Parfois, je dis, vous allez chez le coiffeur. Vous allez chez le coiffeur, vous pouvez avoir des coiffeurs à 50 €. Vous avez des coiffeurs à 500 €. Vous avez la même longueur de cheveux à l'arrivée. Alors, ça sera peut-être un petit peu mieux, et encore, c'est même pas sûr d'ailleurs en plus. Mais ce ne sera pas 10 fois mieux. Il n'aura pas coupé 10 fois plus de cheveux parce qu'il aura fait payer 500 € de 50. C'est tout l'immatériel qui est autour. C'est plein de choses différentes qui font que ça peut être sa notoriété, ça peut être le quartier dans lequel il est, ça peut être le fait que vous allez rencontrer monsieur ou madame machin et que ça va être super intéressant de discuter avec madame machin et que vous n'avez rien à faire de vos cheveux parce que ce qui vous intéresse, c'est de discuter avec la personne en question. Mais au-delà de ça, moi, ce que j'ai perçu dans les années où j'étais dans le luxe, c'est aussi la valeur que la personne va récupérer en payant très cher. Quelque part, elle s'achète, elle s'offre une valeur. Alors, sur le luxe, elle va payer une marque. Donc, les gens vont, effectivement, la marque fait que quand elle est dans la rue, elle a un sac où il y a marqué Louis Vuitton et on le reconnaît. Et donc, elle a la capacité de s'acheter un sac à 20 000 €. Et même si les gens ne savent pas exactement que ça vaut 20 000 €, ils voient bien que c'est un sac de marque. Donc, elle reprend effectivement cette capacité-là. Et c'est super bien. Donc, globalement, tout ça pour dire que ce n'est pas une question de valeur. Il y a plein d'autres choses derrière et qu'il n'y a pas à se sentir outré en disant oui, non, mais lui, il veut négocier. OK, c'est OK. Soit je suis d'accord, soit je ne suis pas d'accord. Peut-être je vais dire non, peut-être je vais dire oui. Ça va dépendre de… Et du coup, ça donne, si vous rentrez là-dedans, donc c'est vraiment
l'argent n'est pas synonyme de votre valeur, ne dit rien de votre valeur. L'argent, le tarif, dit juste quel est votre positionnement sur le marché ou, entre guillemets, quelle est votre valeur de marché, mais pas votre valeur à vous intrinsèquement. Et du coup, une fois qu'on sait ça, ça donne aussi beaucoup de liberté de pouvoir mettre des tarifs plus bas, mettre des tarifs plus hauts, parce qu'on pourrait être bloqué aussi en disant j'ai travaillé 1 heure, je ne peux pas facturer 1 000 €, j'ai travaillé 1 heure. Mais ça ne compte pas. Ce n'est pas ça qui compte. Donc, ça permet effectivement d'avoir beaucoup plus de souplesse. Ça permet aussi de se dire, OK, par exemple, récemment, j'ai fait appel à une personne qui m'a fait pour toute ma formation Richesse et Liberté, que je vais proposer là, cette année, qui m'a tout sketch-noté, qui m'a sketch-noté tous les modules pour que vous ayez un super carnet de notes très intéressant. Et je ne sais plus quel tarif elle m'a proposé. Mais elle m'a proposé un tarif qui ne m'allait pas. Parce que je ne lui demande pas un dessin, je lui demande 60 dessins. Donc, je ne peux pas la payer au prix de 60 dessins pour le prix d'un dessin. Ça ne fonctionne pas, ce n'est pas possible. Et donc, je lui ai fait une contre-proposition. On s'est mis d'accord à un moment donné. Bien évidemment que si elle est dans « Ah oui, non, mais ma valeur, c'est ça », elle ne peut pas accepter la contre-proposition. Or, la contre-proposition, grosso modo, elle va travailler pendant 1 mois et demi, elle va gagner 5 000 €. Bon, j'ai connu pire comme situation. Donc, globalement, effectivement, elle peut dire « Non, mais je ne vais pas lâcher parce que tu comprends, c'est ma valeur et que c'est comme ça. » Mais dans ces cas-là, elle n'aura pas le contrat. Ou alors, elle peut dire « OK, parce que j'ai envie de faire ça, parce que, mine de rien, ça fait quand même un certain montant pour 1 mois et demi de travail. OK, je le fais, même si ce n'est pas mes tarifs habituels. Mais je ne me sens pas La négo. humiliée, entre guillemets. La Alors, négo. justement, Nathalie, tu parles de Richesse et Liberté. C'est un programme que je connais puisque ça fait 3 ans que je présente à mon audience les différentes versions, parce que chaque année, tu l'enrichis. Est-ce que tu veux Absolument. nous en parler? Les grandes lignes? Parce que c'est maintenant Donc, que ça c'est un commence. programme pour apprendre l'argent sous toutes ses formes. Donc, il y a effectivement la particularité qu'on va travailler sur l'énergie, on va travailler sur la compréhension de ce qu'est l'argent, on va travailler sur les croyances, les croyances, mais on va aussi travailler sur le matériel, les comptes, les investissements, comment j'investis, comment je pense autrement et comment j'investis pour gagner de l'argent. Donc, c'est vraiment un programme qui est fait pour se réconcilier avec l'argent, pour remettre l'argent au service de sa vie et pour pouvoir véritablement choisir qu'est-ce que je fais de ma vie. Et pour ça, il faut de l'argent. Donc, c'est aussi un programme qui permet d'avoir plus d'argent. Donc, non seulement à la fin, vous êtes plutôt plus content, mais vous êtes plus riche. C'est pas mal. Voilà, c'est un programme qui est un programme en ligne avec quand même beaucoup d'accompagnement en présentiel, en groupe, en coaching de groupe, en Zoom, en tout ce qu'on veut, qui commence, alors je l'ouvre 1 fois par an, en septembre, ce qui veut dire que c'est le bon moment, grosso modo, pour que les personnes s'inscrivent. Alors, la particularité cette année, c'est que je crois que tu vas mettre le lien d'inscription pour ceux qui veulent. Oui. Et le lien que je vous ai donné, c'est un lien pour un défi que je vais faire du 6 au 10 septembre. Alors, c'est un défi sur justement commencer à déjà à sentir mon énergie, ça peut servir, et puis ensuite à se réconcilier un petit peu avec l'argent, commencer à jouer un petit peu avec un certain nombre de concepts. Même si vous n'avez pas le temps de faire le défi, même si vous n'avez pas envie de faire le défi, le fait d'être inscrit au défi, ça va faire que vous allez avoir l'information pour le programme qui démarre le 14 septembre en commercialisation. Donc, globalement, vous vous inscrivez au défi, même si vous ne le faites pas, vous savez qu'après, on continuera à vous causer. Donc, c'est une manière d'avoir l'info. Voilà, qu'est-ce que je peux dire? Donc, c'est 1 fois par an. C'est un très joli programme avec des gens qui font des choses très intéressantes derrière. D'ailleurs, amusant parce que j'ai pas mal de femmes dans le programme pour le coup, donc qui se serrent les coudes et qui se sentent tout à fait capables de gérer leurs finances, avec des personnes qui peuvent être sur des situations très très variées, parce qu'en réalité, c'est ça qui est amusant, c'est que
on s'aperçoit que l'argent traite de fondamentaux, de son positionnement, de sa manière de voir la vie, etc. Et que ça n'a rien à voir avec vos finances, votre état financier. Vous pouvez avoir des personnes qui ont exactement les mêmes types de comportements, les mêmes pensées, les mêmes motivations aussi. L'une va être au RSA et l'autre va être quasiment millionnaire. C'est pareil. Voilà, c'est peu importe. Donc, on traite effectivement tous les états financiers, toutes les situations, des personnes qui ont plus ou moins d'argent, d'autres qui travaillent. Donc, j'ai des salariés, j'ai des personnes qui sont soit au chômage, soit retraitées, enfin, on va dire inactifs au sens large. Et puis, généralement, il y a deux bonnes raisons pour rentrer dans le programme. La première, c'est tout ce qui va être de l'ordre de traumatisme. C'est-à-dire que, quelque part, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est je ne me suis jamais intéressée à l'argent, sauf quand je n'ai plus eu. Donc là, je me suis dit, peut-être un truc. C'est vrai pour moi, parce que moi, ça a été quand j'ai divorcé, tout d'un coup, je me suis dit, c'est bête, mais là, je vais avoir du mal à me reloger dans Paris avec ma fille si je ne suis plus en couple. Donc, voilà. Donc, on est quelque part, il y a un obstacle. À un moment donné, on saute sur l'obstacle. Alors, l'obstacle, ça peut être la retraite qui arrive. Ça peut être, je veux changer de carrière professionnelle, mais j'ai oublié de faire des économies ou j'en ai pas assez. Et puis, j'ai un petit peu peur de lâcher la sécurité. Je sais pas, je veux avoir un enfant, 2 enfants, 3 enfants et m'en occuper. Comment je fais? Je veux faire du bénévolat. Comment je fais? Enfin, voilà. Il peut y avoir plein d'obstacles où je me sépare, etc. Donc, ça, c'est le côté traumatisme à dépasser. Et puis, j'essaye de… Alors, l'être humain n'étant pas parfait, c'est toujours un peu plus compliqué, mais j'essaye de convaincre des personnes que ça peut être bien de le faire, même quand on n'est pas devant l'obstacle. Donc, de s'y coller avant, parce que ça fait changer sa manière de voir le monde, de voir la vie. Une personne récemment que j'ai croisée à une conférence me disait, j'ai fait votre formation, ma mère l'a faite aussi, elle a, je sais pas, 70, 75 ans, et en fait, elle a complètement changé sa vie. Et c'était extraordinairement touchant comme témoignage, parce qu'on pourrait dire, bah oui, mais à 70 ans, il y a moins de possibilités concrètes. Bien sûr qu'il y a moins de possibilités concrètes. Mais comme c'est aussi beaucoup dans la manière de penser, dans la manière de voir, en réalité, cette personne-là, tout d'un coup, elle s'est réouvert plein de possibilités qu'elle s'était complètement fermée au fur et à mesure. Probablement aussi avec pouvoir transmettre à ses petits-enfants des choses qu'elle n'avait pas penser qu'elle pourrait leur transmettre, pas nécessairement en argent, mais en mentalité. Et voilà. Donc, tout ça pour dire que si on peut le faire à 70, on peut le faire aussi à 20, à 30, à 40, etc. Et que c'est aussi une autre manière de penser la vie. Écoute, merci Nathalie. Moi, je vais donc donner en dessous de la vidéo et dans le mail, évidemment, tous les éléments qui permettent à chacune d'aller rejoindre le défi, parce qu'en effet, pour connaître depuis quelques années maintenant ce que fait Nathalie, il y a des effets incroyables. Avant le confinement, tu m'avais invité à participer à cette grand-messe où il y avait 150 personnes. Il y avait encore… Oh non, il y en avait 600. 600 personnes. Si c'était en mars 2020, c'était 600. Tu avais fait venir des gens du Québec, Ouais. C'était très, très fort. Donc, je connais les résultats, j'ai vu aussi les gens qui témoignaient. Donc, je vous invite à rejoindre l'aventure. Vous avez tous les éléments. Et puis, à nous partager vos questions, ce que vous avez C'est ressenti, vrai. là où ça coince chez vous, quel serait le plus beau rêve que vous pourriez réaliser si vous aviez enfin cette liberté financière à laquelle vous avez totalement droit et qui n'est pas loin si vous faites ce qu'il faut. Voilà, et puis être en paix avec l'argent qui peut être une formidable énergie, un très, très bon Ouais. Et ce que j'aime bien, effectivement, ce que tu dis, que je trouve qui est un bon résumé, qui est, bon, effectivement, on peut être en paix avec l'argent. Pas obligé de se battre, on n'est pas obligé d'en avoir peur non plus. Il y a toute une chose autour d'avoir peur. Moi, je traite aussi beaucoup tout ce qui va être autour de la peur de manquer. Enfin, c'est vraiment quelque chose, on pourrait en parler des heures, donc on ne va pas le faire maintenant. Donc ça, c'est vraiment une chose extrêmement importante. Et puis, il y a une deuxième chose que tu as dite et sur laquelle je vais insister, c'est que c'est possible. C'est-à-dire qu'apprendre l'argent, ce n'est pas du tout quelque chose de très complexe. Ça peut être compliqué parce qu'on travaille sur soi, donc bien sûr, il y a du travail à faire, mais c'est possible et on peut vraiment
voilà, tout le monde, j'allais dire, peut y arriver et ça, c'est un truc et ça change la vie. Donc, c'est pour ça que c'est chouette. Écoute, un grand merci, Nathalie. Et puis, pour vous toutes, Merci à toi. principalement des femmes qui me suivez, j'espère que ça vous a passionné autant que moi. Et vraiment, j'ai une confiance absolue dans ce que fait Nathalie. Et c'est une accompagnatrice formidable, une alchimiste de l'argent. Et les yeux fermés, j'y vais. Voilà. Merci Je beaucoup. vous souhaite une excellente Merci, Odile. journée.